Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui de nouveau avec Sabrina, tu es éducatrice spécialisée dans le TDAH. Bonjour Julie, bonjour. Aujourd'hui on va parler des symptômes pour justement informer les gens qui ne savent pas vraiment comment ça se manifeste clairement. On t'écoute. Alors donc le TDAH se manifeste dans 3 domaines avec des symptômes bien spécifiques. Ouais. Alors l'attention, les symptômes qui peuvent alerter en ce qui concerne l'attention, ça va être un enfant qui va avoir qui va faire énormément de fautes, d'étourderies dans son travail scolaire. Quand il est en âge scolaire, qui va avoir une difficulté à prêter attention aux détails, qui va voir les choses de manière très rapide, globale, et qui, par exemple, dans un exercice, va oublier un des détails de la consigne, et du coup va complètement passer à côté de la consigne, qui va avoir une difficulté à soutenir son attention dans une tâche, et plus particulièrement dans une tâche qui lui demande un effort, une tâche qui va être contraignante. Je donne l'exemple au quotidien de demander à son enfant de mettre la table. Un enfant qui n'a pas de TDAH, même s'il va traîner des pieds, va arriver, mettre la table et puis repartir. Un enfant qui a un TDAH va avoir beaucoup de difficultés à initier et à engager le fait de mettre la table. Non pas parce qu'il... même s'il n'a pas très envie de le faire, mais parce que vraiment dans son cerveau, initier cette tâche lui demande un effort très très coûteux. Donc il va déjà devoir se bagarrer avec ça et ensuite va avoir des difficultés à aller à terme, à mener à terme son objectif. Oui, on met une fourchette et ça y est, on pense qu'on a une fourchette. Parce qu'il va être happé par autre chose qui se passe dans la pièce d'à côté ou par quelque chose qu'il aperçoit qui lui plaît beaucoup, un Lego qui est posé là, je donne des exemples, ou le chat qui passe par là, et il va oublier ensuite de terminer, il aura mis 3 assiettes au lieu de 4, ou il manquera les verres. Oui, pour attirer l'attention, il faut vraiment aller vers leur univers, vers des choses qui leur plaisent beaucoup aussi. J'observe que là, j'avais acheté un cahier, et le mien est fasciné d'astronomie. Et le cahier, il y avait des astronomes un peu partout, il y avait la lune, des fusées. Rien que ça, déjà, ça lui donnait énormément envie de commencer à écrire alors qu'il n'aime pas écrire. Donc, tout à fait. Ça fait partie des forces sur lesquelles il faut s'appuyer. Oui. Donc dans les symptômes, on va avoir une difficulté aussi lorsqu'on est dans une conversation, à ne pas décrocher. Et à ne pas, on peut penser à autre chose, mais on reste focalisé sur sa conversation en général. Sont des enfants et des personnes qui ont beaucoup de difficultés à se maintenir sur le sujet de conversation. Les idées, elles fusent dans la tête, et il l'explique très bien. Il y a un journaliste belge, Adrien de Viver, qui explique très bien, c'est un peu comme une tour de contrôle, vous savez, dans l'aviation, mais sans contrôleur. Oui. Il n'y a personne aux commandes. Il n'y a personne qui chapeaute les milliers d'avions. Tous les avions décollent et atterrissent, mais sans personne pour dire non, là il vaudrait mieux que tu attendes, ou là il vaudrait mieux décoller après. Ou la tour. Voilà, c'est ça. Donc c'est extrêmement difficile en fait au quotidien. Oui. Donc ce sont aussi dans les symptômes, on va avoir une difficulté à gérer le temps, une très mauvaise gestion du temps. Et ça, c'est quelque chose qui perdure longtemps parce qu'il y a une mauvaise perception du temps qui passe. 5 minutes, ça peut leur sembler extrêmement court. Ils ont l'impression qu'il n'y a eu que 10 secondes qui sont passées. Exactement. Et voilà, mon fils qui a 13 ans, par exemple, a encore beaucoup de difficultés à percevoir, et quand il a l'impression, quand il lui reste une demi-heure, qu'il a beaucoup de temps devant lui. Et donc ce sont souvent des personnes qui sont en retard. Voilà, ça fait... Et stressé du coup parce que... Et frustré. Ça génère beaucoup de stress et de frustration. Exactement. Puisque dans l'attente de notre société, c'est considéré comme un défaut. Exactement. Voilà. Donc il y a aussi la problématique de la perte des affaires, qui fait vraiment partie des symptômes. Oui. Et le fait de... je pose mes clés ici, et puis je vais faire autre chose, et puis attends, mais où est-ce que j'ai mis mes clés, et puis je vais revenir, mais du coup entre temps j'aurais posé autre chose à côté, et ça génère énormément là aussi de fatigue,
pour se souvenir de où on a mis les choses. Exactement. Et puis, là encore, de frustration, parce qu'on perd beaucoup de temps, du coup, dans une journée, à chercher les objets, à retrouver les affaires, à essayer de se souvenir. À gérer sa contrariété, parce que c'est pas évident. Moi, le mien, il est dyspraxique et TDAH, donc on cumule, on majore justement ce symptôme de perte d'objets. Et comme la frustration, c'est compliqué. Et en plus, il pense à chaque fois qu'il perd définitivement les objets, alors qu'ils sont égarés en général à la maison. Et ben du coup, on est toujours en train de surfer avec ses descentes, parce que tous ces objets sont hyper importants pour lui. Il y a comme des tocs qui sont développés. Ça le rassure et il a des coups de cœur, mais d'amour pour plein de trucs. Et quand on en perd un, c'est très compliqué de surmonter ça. Mais on le retrouve tout le temps. Mais c'est encore un cap à travailler. Égaré et perdu, c'est encore un concept à 7 ans, bientôt 8. C'est pas simple. Alors ça, c'était les symptômes plutôt autour de l'attention. Dans les symptômes plutôt liés à l'hyperactivité, à l'impulsivité, on va retrouver des enfants, des adultes qui remuent énormément, qui se tortillent beaucoup sur leur siège, qui bougent beaucoup les mains ou énormément les jambes. Oui, à table, à l'école, on les voit. Oui, et en fait, cette hyperactivité motrice, c'est un besoin. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui leur permet de maintenir leur attention. A contrario, on a l'impression que quand on bouge, on ne va pas être attentif. Au contraire, le fait de maintenir le cerveau en activité fait que on envoie, dans le cerveau, on envoie ce qu'on appelle, entre autres, de la dopamine, et c'est ça que les personnes avec TDAH ont besoin de beaucoup faire circuler pour maintenir leur attention. Ok. Oui, je le vois bien pendant le temps de devoir, ça paraît un peu surprenant en plus de devoir bouger autant pour pouvoir se concentrer, mais force est de constater que ça marche. Ça fonctionne. Voilà. C'est une des stratégies et la difficulté, c'est que ce sont des enfants, tant qu'il n'y a pas de diagnostic, on passe notre temps à leur dire arrête de bouger. On les rabroue très facilement. Sans arrêt. Et du coup, ça amène aussi à la perte d'estime de soi, comme on dit dans une autre vidéo. Voilà, à force de leur dire c'est nul, non, c'est pas ça, non, arrête de pleurer pour ça. Enfin, ils font jamais bien en fait, ces enfants-là. Donc, arrête de courir partout, parce qu'effectivement, l'un des symptômes, c'est de courir énormément, de grimper partout, se mettre en danger. Du danger qui est quand même très faible au départ, et qui va énormément falloir travailler. Ils sont en fait, on a l'impression qu'ils sont tout le temps sur la brèche, effectivement. Ce sont aussi des enfants ou des adultes qui parlent énormément, vraiment. Alors là encore, on dit qu'on est dans le trop, du coup. C'est le trop qu'on perçoit pour nous, mais pour eux, c'est pareil, c'est encore un besoin. Ils ont tellement de choses à dire sur un sujet, par exemple, ils ont ce besoin-là, et du coup, ils parlent énormément. Et dans l'impulsivité, il va y avoir le fait on va leur poser une question, on a à peine le temps de terminer la question qui donne déjà la réponse. Ce sont des enfants, à l'école, l'enseignant va commencer à poser une question au groupe et il a à peine levé la main qu'il donne déjà la réponse sans attendre qu'on lui donne son tour. Ou d'attendre la fin de la question. Sans attendre la fin de la question. Donc d'ailleurs, souvent la réponse est à côté finalement. Oui, c'est ça. Et ils vont avoir de grosses difficultés à attendre leur tour dans une file d'attente, dans un jeu collectif, attendre que la personne ait terminé avant de lui poser une question, ait terminé de parler avant de lui poser une question, de ne pas interrompre. L'attente, la patience, c'est vraiment quelque chose à travailler. Et quand ils sont très petits, c'est déjà très compliqué avec un enfant classique. Oui. Mais c'est vrai que ça se majore avec le TDAH. En fait, beaucoup de choses que tu décris sont très présentes chez les enfants, le mouvement et tout. On sait très bien que les enfants grandissent avec tout ça. Couper la parole, l'impulsivité. Mais c'est vraiment majoré chez les enfants qui ont un TDAH, quoi. C'est majoré et ça perdure au-delà d'un âge, on dirait, où en principe ça se met en place. Et c'est ce qu'on appelle en fait le fonctionnement exécutif. C'est-à-dire que ce sont les hautes fonctions du cerveau, les plus élaborées, on va dire, l'anticipation, la planification, l'inhibition, qui en général vers 6-7 ans commencent à bien se mettre en place et qui permettent aux enfants de pouvoir suivre des consignes collectives à l'école ou progressivement en fait de s'intégrer dans les normes sociales. Les enfants avec TDAH, ça ne veut pas dire que ça ne se mettra pas en place, mais ça va se mettre en place plus tard. Il y aura un décalage
avec la norme entre guillemets de développement. Dans les symptômes, même si ces symptômes ne sont pas actuellement dans la classification internationale, c'est-à-dire dans le document auquel se réfèrent les médecins, voilà, officiellement, aujourd'hui, dans le diagnostic, les personnes qui vont faire le diagnostic regardent aussi ce qu'on appelle la difficulté à réguler ses émotions et qui est quand même vraiment très très présente dans les symptômes du TDAH. En fait, le TDAH, c'est de manière générale, c'est ce que disent aujourd'hui beaucoup de psychologues ou de psychiatres, d'experts, c'est une difficulté à réguler. Oui, donc, que ce soit l'attention, l'hyperactivité, le cerveau a une difficulté à réguler et les émotions en font partie. Voilà. Okay. Donc ça va être une difficulté à faire face aux émotions. Alors déjà, les émotions sont vécues de manière exacerbée. Très intense. Voilà, de manière très intense. Que ce soit la joie, la peur, la tristesse. Et l'expression du ressenti de ces émotions va se faire aussi du coup de manière très intense, puisque l'enfant, le jeune va avoir du mal l'émotion va lui prendre toutes ses ressources. Et du coup, pour se développer une stratégie adaptée, ça va être trop difficile en fait pour lui. Et j'ai l'impression en plus que ça marque profondément l'enfant. Moi, il a une mémoire incroyable sur les émotions. Ça veut dire que quelqu'un qui lui a fait une mauvaise blague, la prochaine fois, il va lui dire toi, tu rentres plus dans ma chambre. Oui. Il y a un peu une rancœur assez marquante, je trouve. C'est parce que le vécu de l'émotion est extrêmement fort. On est d'accord. Donc c'est tellement fort que alors, ce sont souvent des enfants, des jeunes qui ont un sens de la justice extrêmement important. Et c'est très marqué chez beaucoup d'enfants ou de jeunes que je rencontre. Où quand c'est pas de la rancœur, c'est que pour eux ça a été un vécu tellement injuste. Qu'ils ont des difficultés ensuite derrière à oublier en fait, à passer à autre chose. Mais même quand il y a eu des excuses, parce que moi j'ai vu tout ça, même quand il y a eu, on pourrait se dire, la rancœur ou l'injustice, elle se nettoie un petit peu avec le temps. Des fois ça marche un laps de temps, et sans savoir pourquoi, cette rancœur, elle revient sur la même thématique qui était réglée les derniers mois ou les dernières semaines, et ça revient prendre toute la place. C'est juste incroyable et ça va prendre la place sur une heure d'une émotion qui est revécue en fait, qui n'est pas digérée. C'est fascinant parce que du coup, il y a quand même un ancrage dans le passé émotionnel qui est fort. Oui, c'est ça. Ok, est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui pourraient alerter aussi? Alors, c'est un trouble qui est très fluctuant. Oui. Ça, c'est très important à l'avoir en tête. Donc même si les symptômes persistent, ils peuvent se manifester de manière plus ou moins forte selon les périodes. Ça bouge. C'est très bougeant. Et puis un enfant peut avoir des symptômes inattentifs plus présents pendant une certaine période. Et puis en grandissant, que ce soit, alors c'est plutôt l'inverse d'ailleurs en général, des symptômes plutôt hyperactifs, on va dire pendant 2-3 ans. Et puis ça va être les symptômes d'inattention qui vont prendre le dessus. Par la suite. Ça bouge. Donc cette fluctuation des symptômes, forcément, elle va avoir un retentissement sur la fluctuation, par exemple, du rendement scolaire. Évidemment. Donc ce sont quand même souvent à l'école des enfants qui peuvent avoir d'excellentes notes à certains moments ou d'excellents résultats, et puis à d'autres moments, ça va être catastrophique. Oui, moi la maîtresse me dit cette journée, il y a des jours où elle sait très bien qu'elle peut rien en tirer. Voilà, c'est ça. C'est pas une formulation très jolie, mais voilà, qu'il n'y a pas de capacité à se mobiliser. Et il y a des jours où c'est beaucoup plus facile. Mais à partir du moment où elle a observé que c'est compliqué, dans la journée, il n'y a pas de régulation de mieux. C'est la journée qui est comme ça, ou la journée qui est, on va dire, dans l'optique des apprentissages. Mais en tout cas, pour le mien, mais chaque personne, il y en a c'est de heure en heure, il y en a c'est de minute en minute, il y en a c'est de demi-journée en demi-journée. Enfin, voilà, il y a différents formats TDAH, on l'a déjà dit. Mais voilà, chez le mien d'enfant, ça fonctionne comme ça, apparemment. En ce moment, en tout cas. Ces symptômes, on donne une grille de symptômes, mais ces symptômes vont se présenter de manière spécifique. Il n'y a pas un TDAH. Chaque personne qui a un TDAH est unique et l'exprime de manière... Tu parlais aussi de l'énurésie, de la coprorésie, qui font partie quand même un peu d'un symptôme qui
alors, évidemment associé à tout ce qu'on a déjà décrit, qui peut être associé au TDAH, en effet. De nombreuses études démontrent qu'il y a un pourcentage plus élevé d'enfants TDAH qui ont une énurésie, c'est-à-dire qui font pipi au lit jusque très tard, et aussi de l'encoprésie, donc qui retiennent leur sel ou font sur eux aussi de manière très tardive. Donc c'est des thématiques aussi qui touchent à l'estime, parce que les codes sociétaux. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'en parler, de faire des diagnostics. On va finaliser aussi la vidéo sur les 10, parce qu'il y a une probabilité quand même que l'enfant TDAH ait des 10. Il y a entre 25 à 40% quand même, des enfants TDAH qui ont des troubles des apprentissages associés. Il y a aussi d'autres troubles qui peuvent s'associer, dont un qui est très marqué, qui s'appelle le trouble de l'opposition avec provocation. Ça se manifeste par une tendance à être sans arrêt en opposition et en confrontation avec notamment le parent ou les adultes qui gravitent autour de lui. Ce trouble est présent chez plus de 50% des enfants avec TDAH, mais bien souvent il est présent parce que c'est une conséquence d'un accompagnement en fait de ces enfants-là qui n'est pas adapté à leur trouble. Oui, parce qu'on résiste. En fait, on est dans une éducation où c'est le parent qui est dominant, c'est le parent qui doit montrer l'autorité. Quand on se dit que c'est, on fait ensemble l'éducation, les enfants... Mais oui, il y a une interaction qui est mutuelle. Mais quand on est dans la résistance, là, il y a de la résistance ici, parce qu'il y a une incapacité avec la frustration, tout ça. Mais en fait, ça fait ça, et puis au final, ça devient des enfants très résistants, parce que il y a un côté combatif, enfin, une incapacité, surtout on va revenir quand même sur le développement de l'enfant, à ce moment-là, qui n'est pas en capacité de gérer. Donc ils s'opposent. C'est pourquoi c'est extrêmement important quand il y a une suspicion d'aller consulter et quand il y a un diagnostic de fait de mettre en place une prise en charge adaptée pour permettre une évolution favorable. Parce que si rien n'est mis en place, sinon c'est très compliqué. On sait très bien, de nombreuses études le montrent, qu'il y a une évolution qui est quand même une trajectoire qui est quand même défavorable pour ces enfants-là. Oui, et puis soumis à la maltraitance. Enfin, moi, je l'ai beaucoup dit aux gens, s'il n'était pas dans notre famille, il aurait été énormément maltraité. Déjà, que des fois, on hausse un peu le ton pour être entendu parce qu'il est dans sa bulle ou parce que des fois, on est aussi à court de ressources. Mais il n'y a évidemment pas de châtiment corporel. Mais c'est vrai qu'on est vite poussé à bout en tant que parent. Donc, on fera quand même une vidéo pour les parents. Mais je pense que c'est des enfants qui sont majoritairement maltraités. Donc, ça doit vraiment être très, 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 très violent pour ces enfants. Dans les symptômes, alors là encore ça fait pas partie de la classification, mais on sait que ce sont des enfants qui sont extrêmement fatigables. Tu parlais de ton fils qui peut pendant certains jours ne pas réussir à entrer dans les apprentissages. L'adaptation sociale pour ces enfants et ces jeunes est extrêmement coûteuse et difficile, ça leur demande des efforts énormes qui génèrent une fatigabilité vraiment beaucoup plus importante que chez la moyenne. Exactement, ça se voit et bien. Et ça fait quand même partie réellement des symptômes et du retentissement sur le quotidien. Donc ça c'est toute la liste de symptômes et de ce qui peut nous alerter, et elle est quand même assez longue. Pour qu'il y ait diagnostic de TDAH, il faut que ces symptômes se manifestent et perdurent dans le temps depuis plus de 6 mois. D'accord. Voilà, sinon on parle pas de TDAH, il peut y avoir plein d'autres raisons en fait, pour lesquelles on peut avoir ce type de symptômes. Plus de 6 mois et à un degré qui correspond pas au développement de l'enfant. Oui, un décalage marqué. Il y a un décalage marqué. De toute façon, avec un diagnostic, on a vite des réponses quand même. Mais voilà. Et il faut que ces symptômes se manifestent avant l'âge de 12 ans. D'accord. Voilà. Qu'on sache que en fait, dès l'enfance, il y avait déjà des symptômes qui se retrouvaient. Très bien, parfait. On va faire d'autres vidéos parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire avec Sabrina. Merci infiniment Sabrina. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.